changé d'installation. On a changé d'install. Voilà. Ok. J'ai Alexandre, qui es-tu? D'où viens-tu? Qui es-tu? J'ai failli vivre un moment de gloire en étant dans le canapé comme dans le Tonight Show. Non, ça se mérite. Mais ça se mérite. Donc, qui suis-je? Alexandre Nappé, donc je suis avocat. Personne n'est parfait. J'ai un cabinet à Paris qui s'appelle Scan Avocat, que j'ai créé il y a 1 an, même si j'ai presque 20 ans de pratique. Et on est spécialisé dans la propriété intellectuelle et le numérique au sens large. Et qui dit numérique dit notamment la gestion de la réputation, à la fois des personnes, mais surtout des sociétés pour ce qui nous concerne. Voilà. Et donc tu nous as dit que passer après Romain Pigenel, c'est un peu face nord en tongue. Oui, clairement, ouais, tout à fait. Voilà. C'était une brillante intervention qui a fait remonter un certain nombre de bulles chez moi. J'espère pouvoir reboucler avec un certain nombre de choses qui ont été dites depuis ce matin. Ok, on va pouvoir mettre, je pense, les slides du coup d'Alexandre, si vous les avez. Voilà. Non, nous on l'a en retour, mais parfait. Les droits, ouais, alors franchement, titre tout à fait juridique d'une présentation particulièrement rasante. Comme un cours de fac, mais je vais essayer d'être plus vivant, de vous apporter un certain nombre de témoignages. Alors, quand j'ai été invité par toi, Christophe, je me suis dit comment attaquer ce sujet. Et puis, j'ai eu la chance, il y a quelques jours de ça, d'assister à une masterclass d'un monsieur qui s'appelle John Landis, que certains d'entre vous connaissent s'ils sont cinéphiles. John Landis, c'est le réalisateur de Blues Brothers, et notamment, et du clip de Thriller de Michael Jackson. C'est pas n'importe qui. Et ce monsieur était président du Festival européen du film fantastique à Strasbourg cette année. Il a donné une masterclass un dimanche après-midi dans une salle de cinéma. Et évidemment, il a une communauté de fans, et notamment des gens qui le prenaient en photo pendant qu'il parlait, qui le filmaient, qui même l'enregistraient. Et John Landis s'est interrompu en plein milieu de son exposé pour dire à une personne qui était au premier rang, coupez ça. Alors, arrêtez les appareils photo, arrêtez les téléphones. J'ai absolument pas envie que ce que je dis ou que ce que je raconte aujourd'hui ou que ma figure se retrouve sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et il a dit cette phrase que je trouve assez sympa, même si c'est pas lui qui l'a inventée, clairement. La meilleure chose qu'Internet ait créée ou qu'Internet offre, c'est de donner la parole à tout le monde. Et la pire chose qu'offre Internet, c'est de donner la parole à tout le monde. Et en fait, je crois que tout est dit dans cette phrase. On retrouve le meilleur et le pire dans le réseau aujourd'hui. C'est ce dont on a parlé aussi ce matin. Donc, c'est un outil extraordinaire. Nicolas Mouton l'a expliqué. C'est aussi au quotidien le terrain du harcèlement, des fake news, on l'a évoqué, et des atteintes en tout genre en matière de marque et contre les sociétés ou les personnes. Donc il faut traiter Internet comme ça. C'est-à-dire qu'il faut être réaliste par rapport à ce qu'est le réseau. Et c'est un peu pour ça qu'on travaille sur ces sujets avec nos clients. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que la phrase que tu as citée, l'année dernière, Nicolas Van Der Beest nous avait fait une conclusion où il avait été interpellé justement sur les cons sur le web. Il avait dit justement que ça avait été inventé pour ça. On en a rigolé encore hier, mais je trouve que ça reboucle un petit peu avec ce que tu as dit et la phrase que tu as lue. Pour toi, les principaux fondements juridiques justement qui peut être applicable à l'irréputation? Ouais, justement, en fait, nous, ce qu'on fait et ce qu'on dit depuis des années, puisqu'on traite un peu de ces sujets, comme on a eu l'occasion d'en parler il y a quelques jours en conf de presse, le sujet de l'irréputation, pour nous, il remonte, on va dire, à l'Internet grand public, mais de manière beaucoup plus prégnante encore depuis l'émergence des réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un phénomène qui est apparu quand le consommateur est devenu le consommateur. Et je dirais que on passe notre temps à faire de la psychologie ou on va dire de la pédagogie vis-à-vis de nos clients en disant non, c'est pas un sujet juridique. Ce que vous nous apportez aujourd'hui, le problème que vous rencontrez n'est pas un problème de droit. Même si juridiquement il y aurait peut-être quelque chose à dire, peut-être que ce propos est dénigrant, peut-être que ce propos est diffamant. Alors diffamation c'est un peu différent, on va en reparler tout à l'heure. Mais avant de penser juridique, pensez à votre image en termes de communication. Donc très souvent, quand on est interpellé, quand on est sollicité par nos clients, on les encourage plutôt à aller voir des gens comme toi, ou comme des agences d'IREP,
pour mieux communiquer, mieux dialoguer avec leur communauté ou leurs clients avant de faire appel à nous. Parce que nous, on va mettre en œuvre des actions qui, même si elles sont fondées, vont avoir probablement un effet double détente. C'est-à-dire qu'on peut avoir une réparation, mais derrière, on peut aussi avoir une lame de fond, notamment sur Internet, avec, on va dire, un effet stressant, clairement, de l'action de la marque. Donc tu es là pour le préventif aussi. C'est-à-dire qu'en fait, tu es là pour donner des éléments qui sont... faites attention, quoi. Enfin, c'est pas quand on va arriver sur le juridique, finalement, qu'on aura gagné, quoi. C'est plutôt c'est le bout du chemin, quoi. Il y a des occasions, il y a des situations où on ne peut pas faire autrement et où d'ailleurs le juridique est un très bon outil, clairement. Ce que je suis venu dire aujourd'hui, c'est que ça n'est pas le seul outil et que c'est certainement pas le premier. Voilà. Donc c'est ça le message. Après, tu poses la question des fondements. On a choisi aujourd'hui de mettre en lumière 2 fondements parce que ce sont des fondements très connus de tous. Ce sont des termes que vous utilisez ou que vous connaissez tous, mais qu'on ne manie pas facilement parce qu'ils se ressemblent, alors qu'en réalité, sur le plan juridique, ils sont très, très, pas opposés, mais en tous les cas, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Si on prend l'exemple du dénigrement, le dénigrement, c'est la pratique de concurrence déloyale qui est sanctionnée par le Code civil. Donc dans le temps, pour ceux qui ont fait un peu de droit, on parlait de l'article 1382. Vous savez que le Code civil a été réformé. Maintenant, c'est l'article 1240. Ça, c'est une petite parenthèse de juriste. Qui consiste pour un salarié, un associé, un concurrent à jeter le discrédit sur une entreprise ou ses produits pour en tirer profit. Donc, le dénigrement, c'est dire du mal d'un concurrent, sur ses produits, sur ses services, sur la société. Ce sont des propos qui sont péjoratifs, ce sont des propos qui sont publics. Donc là, on est en plein dans notre sujet d'Internet et des réseaux. Et il faut que ces propos visent une entreprise qui est identifiable, une marque ou des produits. Donc, quand on est dans un cas de dénigrement, on va poursuivre sur le terrain de la responsabilité civile. Et l'idée, c'est que, en fait, le dénigrement, vous devez le résumer en une notion, c'est un abus de la liberté d'expression. Donc, sur Internet, évidemment, qui est une sorte de cage de Faraday, tout le monde se lâche et les gens se parlent d'une manière dont on peut espérer qu'ils ne se parleraient pas s'ils étaient face à face. Et le problème du dénigrement, c'est dire quelque chose. On a passé un mauvais moment dans un restaurant, on a été mal servi, on a mal voyagé sur une compagnie aérienne ou sur une compagnie ferroviaire. Il y a manière et manière de dire les choses. Le dénigrement, c'est à partir du moment où on franchit la ligne jaune. Donc, les propos qu'on peut tenir sont peut-être fondés sur une vraie situation. On a peut-être effectivement mal mangé, on a peut-être été mal servi, mais c'est la manière de dire les choses qui va faire qu'on est dénigrant ou pas. Alors après, ça revêt mais ça, c'est tous les jours. Multitude de formes, bien entendu. Et c'est pour ça, justement, qu'on ne va pas aller au tribunal à chaque fois que quelqu'un dit du mal d'une société. D'ailleurs, ce sera très bon ce midi. C'est pas la peine de dénigrer. Il est tout de suite. Alors, j'ai pris quelques exemples quand même pour vous situer concrètement un peu le sujet. Là, on a un arrêt qui est assez marrant et intéressant, qui a été rendu par la Cour d'appel de Paris il y a 2 ans de ça. Dans un cas où une société était en procès avec un de ses concurrents et avait obtenu une décision de justice favorable. Et le dirigeant de la société ou sa direction de la communication avait décidé de publier cette décision pour, quelque part, on va dire, se moquer un petit peu, ou en tout cas mettre en évidence ce conflit et mettre en avant cette décision qui lui était favorable vis-à-vis de son concurrent. Mais il se trouve que ce concurrent avait par ailleurs fait appel de cette décision. Donc l'affaire n'était pas terminée. Il y avait une procédure en cours. Et le fait de publier en fait, cette décision qui n'était pas définitive a été attaqué par le fameux concurrent et il a gagné sur le terrain du dénigrement. En disant, bah non, c'est dénigrant de dire que j'ai été condamné alors que l'affaire est en train d'être rejugée en appel et que peut-être le jugement de première instance sera infirmé. Donc c'est du dénigrement et ça a été effectivement considéré comme du dénigrement. Donc ça c'est un exemple assez marrant, donc, ce qui prouve que la notion de dénigrement est assez large pour les tribunaux. Un autre exemple que vous connaissez probablement, je crois qu'on avait eu l'occasion d'en parler lors d'un précédent IRFD, ça remonte déjà à plus loin, c'était l'affaire Zlio, puisqu'on est en matière de référencement, donc c'est probablement un sujet qui vous touche plus. C'était le dirigeant de Zlio qui avait sur son compte Twitter personnel en 2011 critiqué la société, je crois que c'était référencement.com, sans faire de pub, pour une mauvaise prestation. C'est-à-dire il avait considéré que le service qui lui avait été fourni n'était pas
au niveau qu'il attendait. Et il avait critiqué, mais c'était sur son compte personnel. C'était le nom du dirigeant et non pas le compte de la société. Et la boîte de référencement a attaqué sur le fondement du dénigrement. Et bien que le dirigeant ait essayé de se défendre en disant « mais c'est mon avis personnel, je n'engage pas ma société, c'est pas le compte Twitter de ma société qui parle, c'est moi », malgré tout ça, considérant que le propos a été tenu à titre professionnel et au nom de la société, il avait été condamné. Donc là aussi, on est sur un terrain de dénigrement. Et donc on est bien, il faut bien retenir ça, que le dénigrement, c'est un abus de la liberté d'expression. Donc on est dans un monde, dans une société où la liberté d'expression a une force, évidemment, un pouvoir très, très important. Et pour autant, il est encadré. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Et c'est là où, effectivement, la frontière avec la diffamation, je pense qu'elle doit être très, très fine. Alors effectivement, la diffamation, on est dans un cadre qui est très différent. Alors, je vais juste revenir sur la slide d'avant parce que j'ai une histoire à vous raconter. Mais la diffamation, c'est ce que tu disais en introduction. Effectivement, le texte est un petit peu complexe. En même temps, il faut se remettre dans le contexte. Hein. C'est une loi de 1881, la loi qui met en place la diffamation. Il n'y avait pas trop Internet à cette époque. La loi sur la presse. Non, mais c'est intéressant de le dire parce que ça prouve que quand une loi est bien écrite, elle perdure dans le temps. C'est-à-dire que la loi sur la presse de 1881, elle est pleinement applicable aujourd'hui à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, alors que certaines lois dont on parle, et je rebondis un petit peu sur ce que disait Romain Pichet tout à l'heure, sur les fake news, on débat actuellement sur un projet de loi fake news qui est un double projet de loi en plus, mais qui fait l'objet d'un débat passerelle entre Assemblée nationale et Sénat. Je ne vais pas m'attarder sur ces points techniques, mais qui fait à peu près l'unanimité contre elle, ça c'est clair, et vraiment à juste titre. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de mal à rédiger des lois de qualité. Donc avant même qu'elle soit adoptée, cette loi fake news, on sait qu'elle est mauvaise, elle est mal orientée, elle est limitée, on parle de circonstances d'élection. Vraiment, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors que là, on est dans un cadre qui a plus d'un siècle, largement plus d'un siècle, et qui trouve à s'appliquer quasiment quotidiennement dans les tribunaux. Alors, la diffamation, c'est un concept un peu différent, puisqu'il s'agit d'imputer ou d'alléguer un propos ou un fait à une personne. Donc là, quand on dit imputer ou alléguer, ça veut dire qu'on va faire dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas dit, où on va l'accuser d'avoir fait quelque chose qu'il n'a pas fait. Donc là, on ment. Donc on s'approche des fake news. Et quelque part, finalement, cette loi fake news, elle a un ancêtre, et un ancêtre qui fonctionne très bien. C'est la diffamation ou l'injure quand c'est moins grave. Et la grande différence avec le dénigrement, si vous devez retenir une seule chose, c'est qu'en fait, la diffamation, on la combat quand on est, on va dire, accusé, poursuivi en diffamation, qu'on a tenu des propos sur quelqu'un qui nous poursuit. Le meilleur moyen, le moyen absolu de se défaire d'une accusation de diffamation, c'est l'exception de vérité. C'est-à-dire, si tu prouves que les propos que tu as tenus sont vrais, ou que la personne a vraiment tenu ses propos, ou qu'elle a vraiment agi de la manière dont tu dénonces qu'elle a agi, tu ne peux pas être condamné pour diffamation. Mais j'ai une question par rapport à ça, dénigrement, diffamation. On a dit que c'était le bout du chemin, c'est-à-dire qu'on essaie de travailler avant en e-réputation et on essaie de ne pas arriver à cette notion-là. Mais par contre, à partir du moment où on va dire j'ai quelqu'un qui a dénigré ma marque ou qui a fait de la diffamation, combien de temps ça prend? Parce que je pense que c'est intéressant aussi le temps juridique par rapport à ça. Je pense qu'il va se passer une vague de fond de 1 ou 2 ans. Alors, c'est souvent le problème aujourd'hui, c'est qu'on a le temps judiciaire n'est pas du tout adapté au temps de l'Internet, très clairement, ou du temps de la vie des affaires d'ailleurs, hein, de manière plus générale. La justice est trop lente en France. Après, alors il faut savoir que déjà les prescriptions de ces deux actions n'ont rien à voir. Je ne veux pas rentrer dans des exposés trop techniques, mais le dénigrement, c'est une action en responsabilité civile, donc c'est les prescriptions de droit commun de 5 ans, alors que la diffamation, justement, c'est une action qui nécessite une réaction très rapide, puisqu'on a la fameuse prescription de la loi presse de 3 mois. 3 mois à partir du moment où les propos sont tenus. Et très souvent, d'ailleurs, on s'aperçoit, et les sociétés qui viennent nous voir, qui ont des temps de réaction qui sont parfois un petit peu lents,
Oui. Tout simplement parce qu'elles ont essayé de mettre en œuvre des actions préventives de dialogue, de nettoyage, etc., etc. Et donc elles arrivent chez nous parce qu'elles n'ont pas réussi à atteindre l'objectif qu'elles se sont fixé, en disant bah oui mais regardez, je subis une diffamation. Oui mais sauf que ça fait 6 mois, ou ça fait 8 mois, ou ça fait 9 mois, donc l'action de diffamation c'est mort. Ça veut dire que derrière il faut essayer de qualifier de dénigrement quelque chose qui relève de la diffamation. Or ça les tribunaux n'aiment pas du tout, et en général ils rejettent ce type d'action. Donc le temps judiciaire, il faut le maîtriser. Il faut savoir, comme tu dis, qu'une action au fond aujourd'hui en France, en première instance, c'est plutôt autour de 12 à 15 mois, certes. En revanche, il faut manier toutes les procédures, et notamment, il existe des tas de procédures d'urgence, que ce soit le référé de Raher, les requêtes, les injonctions, etc., qui permettent d'obtenir des mesures provisoires d'interdiction ou de retrait de contenu, voire maintenant, depuis la loi Confiance dans l'économie numérique de 2004, on a quand même toutes les notifications ex officio, enfin on va en parler tout à l'heure, les notifications aux hébergeurs, aux intermédiaires techniques, qu'on utilise pour tout un tas de sujets, que ce soit le dénigrement, diffamation, ou même, par exemple, l'atteinte aux marques, la contrefaçon, des choses comme ça. Ce que je voulais dire par rapport à ce qui a été dit auparavant sur le rôle des équipes, ça a été dit dans la précédente conférence. Effectivement, les salariés d'une entreprise, par exemple, sont clairement des atouts pour faire la veille, mais aussi pour être des ambassadeurs de la marque, par exemple. J'ai vécu une affaire il n'y a pas très longtemps pour un client, une start-up française qui fonctionne bien, qui a fait deux levées de fonds et qui tourne vraiment très fort dans le domaine du tourisme. Et on a eu une affaire contre la Direction générale de la répression des fraudes, la DGCCRF donc, qui a mené une enquête sur mon client après avoir vu des avis publiés sur ses services sur Internet. Et en fait, alors c'est très probablement de la délation d'ailleurs. Le client vient nous voir en disant on a un contrôle de la DGCCRF parce que on nous accuse d'avoir éventuellement fait la promotion de nos services, mais par des avis sur Internet, des avis Google, des avis TripAdvisor ou des avis sur les réseaux sociaux, et on nous accuse d'avoir publié ces avis par l'intermédiaire de nos salariés ou de nos stagiaires. Et donc la DGCCRF a mené une enquête pendant des mois et des mois, pendant quasiment 9 mois, pour essayer de recouper des profils de personnes qui avaient des pseudonymes avec des salariés de l'entreprise. Et au final, ils ont réussi à démontrer un certain nombre de choses, mais parmi les centaines et des centaines et des centaines d'avis positifs ou négatifs, peu importe, sur la société, il y avait quelque chose comme 11 ou 12 avis qui avaient été publiés par des personnes qui, à un moment ou à un autre, avaient travaillé au sein de cette société. Et pour la DGCCRF, c'était considéré comme de la publicité trompeuse. Et la publicité trompeuse, en droit français, ça se poursuit et ça se réprime par des amendes qui peuvent aller jusqu'à 375 000 € pour 11 avis. C'est pas mal. Et dans cette affaire, effectivement, il y avait des choses qui étaient avérées, mais à une échelle vraiment infinitésimale. Et au final, pour des raisons à la fois pragmatiques, le client a décidé de faire un deal avec l'administration et donc de payer une amende qui est évidemment nettement inférieure à ce qu'il aurait pu devoir payer s'il avait été au procès. Mais il n'a pas voulu aller se battre pour dire « mais attendez, ce sont mes salariés, ils consomment mon service parfois ». Donc ils ne sont pas juste là pour mentir au public, ils sont là pour dire « moi j'ai testé le service et je trouve que c'est bien ». Ça, aujourd'hui, ça peut être considéré comme de la publicité trompeuse. Faut tenir compte de ça. Donc vos ambassadeurs, effectivement, sont essentiels, vos salariés pour ça sont essentiels, mais attention aussi, alors on parle des faux avis des tiers, mais il faut penser aussi à la manière dont on communique en interne dans l'entreprise. Moi, ce que je voulais encore vous dire, c'est comment prévenir un problème de réputation. C'est bon, je ne vais pas vous apprendre pour ce qui est de la com, prévenir, être vigilant à sa présence sur Internet. On ne va pas reparler du cas Nestlé que chacun connaît, qui a donné naissance à la War Room chez Nestlé depuis, la responsabilité des collaborateurs, je viens d'en parler. Sous l'angle juridique, on en a parlé quand on a fait la conférence sur le RGPD au mois de mai. En fait, on peut aussi faire du juridique un vrai argument de réputation.
Un des sujets actuels dont vous avez très certainement entendu parler, c'est la réforme de la réglementation sur les données personnelles au niveau européen. Nous, quand on va chez des clients aujourd'hui pour faire de la mise en conformité, on leur dit « Ok, ça vous semble être un passage obligé, ça vous semble être une vraie contrainte, quelque chose qui va vous coûter de l'argent et vous prendre du temps. » Donc en gros, on incarne un peu le mal pour eux. D'un autre côté, cette conformité, et c'est vrai pour le RGPD, c'est un exemple, mais c'est vrai pour toutes les mises en conformité au sens large, c'est aussi un argument de communication vis-à-vis de votre clientèle. C'est dire, moi, vis-à-vis de mes petits copains, je me suis mis en conformité, je le dis, je l'écris, je le revendique, et demain, c'est un argument de confiance pour mes clients. Surtout sur des sujets aussi sensibles que les data. Donc il peut y avoir un problème irréputationnel en plus derrière, c'est-à-dire que si tu te fais attraper en exactement, RGPD... Exactement. Il faut savoir, et c'est une remarque hyper importante que tu viens de faire, c'est que quand on est sanctionné par la CNIL aujourd'hui pour un manquement à la réglementation sur les données, vous savez qu'on passe souvent par ça passe par un contrôle, et ça passe ensuite par une éventuelle mise en demeure. Et la mise en demeure, souvent, elle est publique. Ça veut dire qu'avant d'être condamné, définitivement, on vous met en demeure publiquement. Ça veut dire que le monde entier le sait. Et à ce moment-là, votre crise de réputation, elle est là, alors que vous n'êtes même pas encore sanctionné. Donc, il vaut mieux prévenir ce genre de choses que guérir. Acteur Studio. Très bien. Parce qu'on a vraiment fini. Vas-y. Non, et pour finir, donc j'avais choisi quelques exemples, notamment avec cette affaire H&M cette année, pour dire que la double peine, comme je viens de le dire, au niveau de la CNIL, quand on est mis en demeure, avant même d'être condamné, on est déjà un peu cloué au pilori et on a une vraie crise de réputation avant même d'avoir la sanction qui tombe de manière définitive, et alors même que peut-être au final on ne sera pas sanctionné, parce qu'on va peut-être se mettre en conformité. Là, c'est un peu pareil. Moi, je trouve qu'il y a une sorte de tribunal de l'Internet qui s'est institué, parce que quand on voit ce qui est arrivé à H&M, mais on peut citer des tas d'autres exemples, on vit une crise de réputation, et la double peine, c'est qu'en fait, on se fait accuser de choses supplémentaires, comme ce tweet, par exemple, si vous arrivez à lire, le singe le plus cool et l'expert en survie, je vous laisse deviner qui incarne l'animal et qui incarne l'explorateur chez H&M. Vous voyez, c'est véritablement, là pour le coup, c'est... On est à 5500 j'aime, ouais. 9000 commentaires, 10 000 commentaires. Donc ce sont des choses qui se gèrent alors, le plus possible en amont, c'est un peu le message que je veux passer, mais derrière, il ne faut pas tout accepter non plus. Et là où on travaille main dans la main, c'est de savoir quand est-ce qu'on appuie sur le bouton rouge et quand est-ce qu'on essaie de faire du dialogue. À quel moment on vient de voir ? À quel moment on se dit, maintenant, il faut qu'on aille voir un expert, un avocat expert dans le domaine du numérique ? Quand les mesures que toi, tu préconises vont être manifestement insuffisantes ou qu'elles vont prendre du temps et qu'on a un vrai sujet juridique d'urgence, il faut au moins l'étudier. Après, on aura toujours, on va dire, il faut avoir l'honnêteté de dire aux marques, aux sociétés, c'est pas recommandé en l'espèce. Par contre, il y a des cas où effectivement il faut y aller. Donc il y a des clans. Voilà. On va prendre, parce qu'on est en retard, une question. Tu as vu une question sur Twitter, Damien ? Des réactions. Mon Dieu. Tu n'as pas de micro. Est-ce qu'il y a une question dans la salle par rapport à ça, dénigrement, diffamation ? Je ne vois pas de main qui se lève. Si. On prendra qu'une question, je suis désolé. Ronan, bonjour. J'ai posé une question sur Twitter. En fait, je voulais savoir si on a le droit publiquement d'être insatisfait d'une prestation. Parce que visiblement, vous avez commencé en disant qu'il y avait eu déjà des litiges. Est-ce que j'ai le droit de dire que je suis insatisfait d'une prestation de la SNCF que j'ai reçue, par exemple ? Oui. C'est pas le cas. Hein. Pourquoi on prend cet exemple ? Tu as bien fait de venir, Nicolas. C'est ton anniversaire. C'est courageux. Hein. Bonjour, merci pour la question. Alors, encore une fois, oui, on est dans un état de droit où la liberté d'expression est un principe fondamental de notre droit depuis des siècles. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel le droit français est attaché. Encore une fois, le dénigrement, c'est un abus de la liberté d'expression. Donc, tout dépend des termes que vous utilisez. Si vous allez dans un restaurant et que vous allez publier sur TripAdvisor le lendemain que vous avez mal mangé, que vous avez été mal reçu, mais que vous le faites dans des termes qui sont, on va dire, mesurés, on vous embêtera jamais. On essaiera de dialoguer avec vous. En revanche,
Le dénigrement, ça va être de dire je pense que le chef s'est soulagé dans la soupière. Voilà, ce genre de choses. Donc tout est affaire de mesure. Et donc il y a un moment où vous n'avez pas le droit de faire de dénigrement et de diffamation, c'est ce midi par rapport à l'IREBD. Voilà, c'est le seul moment qui est encadré par la loi et qui est très important. Et le chef n'a rien fait dans la soupière. On va être obligé de s'arrêter là. Alexandre, je te remercie, nous te remercions et on peut l'applaudir. Merci à tous.